Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du fascisme italien. Alors ça va s'inscrire dans une série de vidéos sur le sujet, et cette première va parler de comment Mussolini est arrivé au pouvoir en Italie. Donc pour commencer, nous allons présenter rapidement qui est Mussolini. Alors, il est originaire d'une famille modeste et va devenir à la base un militant socialiste. Militant révolutionnaire même, assez radical, partisan de l'action violente, antimilitariste. Et il va faire pour ses actions des séjours en prison, en exil, et va devenir une figure importante du mouvement socialiste, et même diriger le journal Avanti, qui est le journal du Parti socialiste. Et donc, là, on a l'impression qu'en effet, c'est comme on le dit parfois, que c'est quelqu'un qui vient de la gauche, et en effet, à ce moment-là, il est de gauche. Cependant, il va avoir une rupture dans le parcours de Mussolini, c'est en 1914, le début de la Première Guerre mondiale, et alors, le Parti socialiste italien est opposé à la participation de l'Italie à ce conflit. Là où beaucoup de partis socialistes ont choisi de se rallier à l'Union sacrée quand leur pays se retrouve impliqué dans la guerre, en Italie, les socialistes restent farouchement opposés à la guerre, pacifiques. Mussolini, lui, veut faire la guerre. Il se rallie à l'idée de la guerre et donc rompt avec son parti, et va notamment, du coup, après avoir quitté les socialistes et le journal Avanti, lancer son propre journal, le Popolo d'Italia, qui est fondé notamment avec des aides financières de la France qui veulent qu'il encourage et défende l'idée d'une participation de l'Italie à la guerre aux côtés des Alliés, aux côtés de l'Entente. Donc du coup de la France, l'Angleterre et la Russie et leurs alliés après avec les États-Unis, etc. Mais ça c'est après. Mais en tout cas il doit défendre cette ligne-là. Et quand en 1915 l'Italie rentre effectivement en guerre, Mussolini prend les armes, participe au conflit, va être blessé et va finir cette guerre avec le grade de caporal. Qui peut faire un parallèle avec un autre dictateur d'extrême droite des années 30. Et c'est un autre sujet. Et donc, après la guerre, il n'est plus au PSI, il va continuer de s'éloigner progressivement des idées de son parti, d'abord sur l'aspect international et pacifique, mais également progressivement sur l'aspect social, passant de rouge brun à complètement brun en s'alliant avec la droite pour gouverner par la suite. Mais ça, ne sautons pas les étapes. Et avant de passer à l'arrivée au pouvoir de Mussolini, maintenant que nous avons présenté rapidement le bonhomme, il nous faut parler du contexte historique. Quelle est la situation de l'Italie durant cette période? C'est compliqué. L'Italie est dans une situation compliquée. Il faut déjà gérer la sortie de la guerre, comme pour tous les pays, c'est compliqué. Il faut ramener à la vie civile de nombreux soldats qui ont été brutalisés par le conflit, qui ont été blessés, qui ont tué, qui ont vu leurs camarades mourir, qui peuvent avoir divers traumatismes. Ils sont profondément changés et plus forcément adaptés à une vie civile normale. Et il y a un manque d'accompagnement pour les réintégrer à cette vie civile. Et cela n'est pas aidé par le contexte économique. L'Italie est dans une situation financière très difficile, le marché de l'emploi est compliqué, la guerre globalement a ruiné l'Italie, le déficit a été multiplié par 100, et en plus, on a un fort chômage avec du coup la fin de l'effort de guerre et le retour à l'emploi des anciens soldats, donc du coup ils ont du mal à retrouver du boulot, l'inflation est galopante, donc il y a une misère pour ces soldats, et en plus, l'Italie, malgré ses sacrifices humains et financiers, a l'impression de ne pas être récompensée, puisqu'elle avait obtenu un certain nombre de promesses de la part de l'Entente, notamment sur des terres de l'Empire autrichien, l'Empire austro-hongrois, ça s'appelle les terres irrédentes, c'est des terres du coup où il y a des minorités ou des majorités de population italienne, en tout cas d'importantes communautés italiennes, et que l'Italie voulait intégrer pour achever la réunification italienne. Et elle ne recevra qu'une petite partie de ces terres-là, ce qui sera mal vécu, ce qui va mettre en avant le thème de la victoire mutilée, c'est-à-dire d'une victoire qui ne donne pas à l'Italie ce qu'elle devait, et donc et l'entente, les puissances de l'entente, donc notamment la France et l'Angleterre, sont vues comme responsables de cette situation. Donc ça crée du mécontentement supplémentaire, de la rancœur et de la frustration, notamment chez les anciens combattants. Et déjà en 1919, une force paramilitaire va tenter de prendre le contrôle de Fiume, qui est une ville qui fait partie de ces terres irrédentes. Alors ça va échouer, mais ça va du coup être une première tentative par la force de prendre ces terres-là, et une inspiration par la suite pour le mouvement fasciste en termes d'organisation paramilitaire. Donc du coup, dans ce contexte-là, à la fois social, politique, international compliqué, l'Italie est confrontée à des vagues révolutionnaires. On a en plus le contexte révolutionnaire en Europe, il y a eu la révolution russe, il y a des situations révolutionnaires en Hongrie, en Allemagne, de grands mouvements sociaux en Angleterre, en France. L'Italie n'est pas épargnée par ça, et ces mouvements ouvriers importants sont marqués par d'importantes violences, avec notamment à la fois des milices patronales, et y compris du coup les fascistes vont y prendre part. Donc les forces de l'ordre et les milices patronales contre les ouvriers qui eux-mêmes sont parfois encore armés parce que certains sont des anciens de la guerre et du coup ont parfois encore leurs armes.
Donc on a une situation explosive et violente, notamment dans les grandes villes industrielles du Nord, où les ouvriers réclament des augmentations de salaire face à l'inflation, et globalement de nouveaux droits. Donc on a la grève, occupation d'usines. On a également dans les campagnes des mouvements importants, notamment de la part des paysans sans terre très pauvres, qui travaillent pour de grands propriétaires, et qui du coup se mobilisent pour avoir le droit à la terre, à la propriété de la terre. Donc voilà, on a vraiment une situation très explosive en Italie, et les gouvernements d'orientation plutôt libérale qui gouvernent à ce moment-là sont déconsidérés, incapables de faire face à la crise économique. Ils ont échoué à négocier pour l'Italie durant les traités de paix. Bref, leur image est ternie, ils ne sont pas crédibles et on ne leur fait pas confiance. C'est dans ce contexte que Benito Mussolini va lancer son mouvement, les faisceaux de combat italiens, réunissant notamment plusieurs mouvements d'anciens combattants et des nationalistes italiens, et ce mouvement va connaître un certain succès avec des émules dans différentes villes d'Italie, posant la base du coup du mouvement fasciste. Il publie alors un manifeste qui met en avant son programme, un programme qu'on pourrait vraiment qualifier aujourd'hui de rouge-brun. C'est-à-dire qu'il y a une forte connotation sociale quand même sur les augmentations de salaire, la réduction du temps de travail. On trouve également le suffrage universel, y compris ouvert aux femmes. Donc voilà, on a un programme sur cet aspect social, mais aussi très nationaliste, de préparation du pays à la guerre, de rejet du coup de l'étranger, et avec en même temps des groupes paramilitaires, des chemises noires, qui vont s'opposer à l'agitation sociale, réprimer les mouvements syndicaux, les mouvements de gauche, au service du patronat. Ainsi, dès le début de leur fondation ou de leur première cible va être le journal socialiste, montrant bien que la gauche est leur ennemi prioritaire. Ils vont ainsi faire régner la terreur dans une partie de l'Italie, globalement entre 1920 et 1922, du coup le moment de la prise de pouvoir de Mussolini, avec à peu près 4000 personnes qui vont être victimes, du coup essentiellement, comme je l'ai dit, des militants syndicaux, communistes, socialistes, un peu anarchistes également, avec des assassinats, des agressions, des attaques également de locaux, d'organisations ou de leurs journaux, et avec l'appui plus ou moins appuyé des forces de l'ordre qui ferment les yeux sur les actions de ces organisations. Et notamment, du coup, ce qui se passe, c'est que, par exemple, il y a des élus de gauche qui sont élus quelque part, il y a des attaques, des agressions envers eux pour les pousser à la démission et ensuite installer au pouvoir à la place un fasciste, soit en remportant l'élection qui suit, soit par la force, même s'ils n'ont pas remporté l'élection municipale. Par exemple, le 21 novembre 1921 à Bologne, on a l'élection d'un maire socialiste, et lors de la passation de pouvoir, les fascistes attaquent du coup les militants socialistes, et durant ces combats, 10 militants socialistes auront la mort, et en se défendant, les militants vont réussir à tuer un fasciste. Et du coup, les faisceaux de combat vont présenter ce mort comme un martyr, victime des méchants gauchistes, alors que c'est eux qui agressaient, ils ont tué 10 gars, les gens se défendent, ils ont tué un. Ah mais non, mais c'est eux, c'est les méchants gauchistes qui sont responsables. L'extrême droite n'a pas changé sur la victimisation, hein. Là-dessus, c'est toujours pareil. Et globalement, à chaque fois qu'il y a un fasciste qui meurt dans ces combats, qui sont pour la plupart du temps, eux qui sont les agresseurs, c'est présenté comme une victime, un martyr. Et lorsque les rares fois où les forces de l'ordre et la justice condamnent des militants fascistes pour leurs actions violentes, ils attaquent les prisons pour les libérer. Donc voilà, vraiment il y a un irrespect total des institutions. Et donc en face, la résistance a du mal. Et certes, ils tentent de s'organiser, les mouvements ouvriers pour se défendre, mais ils ne sont pas aussi bien organisés, pas aussi bien armés, et puis ils n'ont pas le même appui, le même rapport avec la police qui, comme je vous l'ai dit, souvent couvre, voire appuie les actions fascistes, alors qu'elle réprime bien plus fortement les tentatives d'organisation armée de gauche. Et progressivement, du coup, les faisceaux de combat assument d'être du côté des possédants, les mesures sociales disparaissent progressivement du programme, donc on passe du rouge-brun au brun, avec une vraie droitisation du mouvement, qui ne plaît pas forcément à tout le monde, parce qu'on a quand même une partie de la base qui était attachée à ces mesures sociales, donc on a certains militants, certains cadres locaux, des faisceaux de combat qui renaclent, surtout à l'époque où les faisceaux de combat ne sont pas un mouvement centralisé. Donc on a une résistance, de même quand le Mussolini tente de normaliser, de parlementariser son mouvement en l'intégrant à des coalitions de droite, notamment du coup avec lors des législatives de 1921 où il participe aux blocs nationaux menés par un ancien ministre libéral, avec des libéraux, des monarchistes, des conservateurs et donc les fascistes. Donc c'est vraiment une coalition de droite qui finit 3e à ces élections avec 19% des voix. 105 sièges, et sur ces 105 sièges, 37 seront du coup à peu près, parce qu'il peut y avoir certains élus qui sont proches des fascistes nettement, mais voilà, on estime autour des 37 le nombre d'élus apparentés ou membres des faisceaux de combat. Donc ça arrive, comme je dis, ça arrive 3e, derrière le Parti socialiste italien qui a 24% des voix, et le Parti populaire italien à 20%, un parti du coup plutôt démocrate chrétien. Donc les blocs nationaux appuient plutôt du coup le PPI de droite, pour un gouvernement de droite en Italie. Mussolini tente également de réduire les actions violentes. Là aussi, ça provoque des remous chez ceux qui n'acceptent pas cette parlementarisation, qui veulent rester dans l'action plus violente et plus révolutionnaire. Et notamment avec certains qui assassinent encore un parlementaire durant cette période, ce qui du coup, en termes de normalisation d'image, n'est pas génial. Mais globalement, Mussolini va reprendre la main sur la situation, créant notamment le Parti national fasciste du coup,
qui va être un parti politique bien plus centralisé et dont le programme, là, clairement, est de droite. L'aspect social, on l'oublie, c'est purement un nationalisme libéral économiquement, full de droite. Et donc toujours avec des groupes paramilitaires, mais bien plus fortement encadrés. Il affirme alors vraiment la volonté de s'emparer du pouvoir, mais il reste minoritaire à la Chambre. Avec seulement comme je dis, 37 parlementaires, c'est pas énorme. Mais il gagne en influence, il s'empare de plusieurs municipalités, il passe de 20 000 adhérents en 1920 à 200 000 en 1922, et fort de cette nouvelle puissance, il va commencer à évoquer la possibilité de prendre le pouvoir par la force de marcher sur Rome, notamment lors d'un discours du 24 octobre 1922, et passer à l'acte quelques jours plus tard, du coup, avec la marche sur Rome. Il enjoint alors ses partisans à se mettre en route vers Rome pour prendre la ville, prendre la capitale. Il organise également la prise de commissariats, de points stratégiques, et c'est environ 30 000 militants fascistes qui vont participer à cette marche, mais dans les faits, ils ne sont pas forcément très bien organisés, pas très bien armés, ça manque de discipline, et ce mouvement aurait facilement pu être écrasé par l'armée et la police. Cependant, le roi Victor Emmanuel III s'oppose à la répression du mouvement. Il considère que Mussolini est une alternative au mouvement révolutionnaire, un moyen de ramener l'ordre dans le pays. Et donc, plutôt que d'écraser ce mouvement putschiste, il appelle Mussolini à prendre la tête du gouvernement. Bon, le gouvernement libéral est de toute façon très fragilisé, comme je vous l'ai dit. Il n'avait plus vraiment la confiance du pays. Et voilà, il aurait pu réprimer ce mouvement, mais il était déjà sur le point de tomber. Et il aurait sûrement fini par tomber, quoi qu'il arrive, à terme. Mais peut-être que c'est pas Mussolini qui aurait pris le pouvoir à ce moment-là, s'ils avaient réagi autrement. Par la suite, Mussolini va tenter de présenter cette marche sur Rome comme une marche victorieuse, avec plus de force que dont elle disposait réellement, afin de donner l'impression qu'il a vraiment gagné et c'est pas juste le roi qui l'a appelé au pouvoir. Alors que dans les faits, Mussolini savait très bien que ça pouvait échouer, et était resté à Milan, prêt à fuir en Suisse si le mouvement échouait. On voit le courage des leaders d'extrême droite, ça n'a pas changé non plus ça. Par la suite, ainsi, il déclara qu'il aurait pu prendre le Parlement et imposer un gouvernement uniquement fasciste au lieu de proposer un gouvernement de coalition avec la droite comme il l'a fait, et donnant ainsi l'impression d'être quelqu'un de raisonnable, de magnanime, en mode « J'aurais pu tous vous vaincre, prendre le pouvoir totalement, mais non, j'accepte de partager avec vous. » Alors que juste, il n'avait pas le choix de toute façon. Mais voilà, c'est pour l'image. Donc il est maintenant chef du gouvernement, en novembre 1922. Alors, il est dans un gouvernement de coalition, les fascistes ils sont minoritaires, dans les faits il n'a pas les pleins pouvoirs. Et progressivement, durant les années suivantes, il va profiter de cette position pour renforcer son pouvoir, le pouvoir également des fascistes en Italie, transformant progressivement l'Italie, qui était une démocratie, en dictature, puis en régime totalitaire. Mais ça, nous verrons dans la prochaine vidéo. Nous verrons également aussi dans une prochaine vidéo, après celle-ci, le rapport des fascistes à l'Antiquité romaine. Et je le dis là parce que la marche sur Rome est assez inspirée de ce qu'a fait César lorsqu'il franchit le Rubicon pour prendre le pouvoir et devenir dictateur à vie. Donc on voit là une inspiration parmi d'autres de l'Antiquité romaine, mais ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais on se retrouve dans quelques semaines pour voir comment Mussolini a transformé l'Italie en dictature. J'espère que cette première vidéo sur le sujet vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à partager. Vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde.